Bonsoir ou bonjour, bienvenue dans la 22e émission des Visages de la Recherche, ces hommes et ces femmes créatifs, curieux, méthodiques, qui creusent le sillon des connaissances dans tous les domaines. Simon Watten, bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Vous êtes chargé de recherche FNRS en histoire à l'ULB, spécialiste de l'histoire de la fiscalité. Et d'ailleurs, vous avez déjà un livre qui fait référence, Lever l'impôt en Belgique, une histoire de combat politique. Alors, première question, quand vous étiez enfant, ado, qu'est-ce qui vous a amené à l'histoire, à la politique, au sociétal? Oui, alors, comme je l'avais raconté, avec mes grands-parents, tous les dimanches, c'était un rituel de regarder Controverse avant le repas du midi. Et non, je ne m'en rendais pas compte en étant enfant, adolescent, mais a posteriori, je peux en effet me dire que c'est l'émission qui m'avait amené à découvrir la politique belge, le visage des politiciens et politiciennes des années 2000. Et puis, pendant mes études en histoire, je me suis aussi découvert un intérêt pour l'histoire économique des finances publiques, surtout après la lecture de Thomas Piketty et de son livre connu sur le capital au XXIe siècle. Alors, la question qui est l'ADN de votre recherche, quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'une réforme fiscale aboutisse? Bon, là, pour le coup, l'histoire se montre assez pessimiste. Parce que l'histoire fiscale de la Belgique est une histoire extrêmement complexe et compliquée, avec des batailles politiques entre partis depuis 1830 jusqu'à nos jours. Depuis le début. Mais des vraies réformes ambitieuses réussies, elles se comptent au nombre de deux, en 1919 et en 1962. 1919, c'est quand on a introduit pour la première fois des impôts sur les revenus du travail et du capital, notamment avec des taux progressifs pour le travail. Et en 1962, c'est la réforme qui a vu le système fiscal tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'impôt des personnes physiques et le droit des sociétés. Pourtant, il y a quand même eu l'opération Gut après la guerre, avec une taxation exceptionnelle qui a marché. Oui, alors là, c'est parce que c'était un coup. Une histoire particulière que peu de gens connaissent aujourd'hui, mais qui était en effet un one-shot, à savoir une situation de crise de la dette suite à l'occupation allemande, crise de la dette qu'il fallait résoudre au plus vite pour restabiliser l'économie. Et l'opération Gut consistait, donc c'est le nom du ministre des Finances de l'époque, Camille Gut, consistait à, premièrement, bloquer les comptes bancaires, comptes courants, comptes épargne, comptes titres, et puis l'administration des finances, avec ce cadastre des fortunes qui existait pour une période donnée, a pu taxer à hauteur de 5% les patrimoines des Belges, avec une exonération pour les plus petits patrimoines. Mais même en 1830, alors tout le monde dit que c'est la muette de Portici qui a provoqué la Révolution, mais c'est aussi, on ne le sait pas tellement, la Révolution a été aidée par la taxation lourde, très lourde, du roi Guillaume des Pays-Bas. Oui, la Révolution de 1830, c'est un paradoxe parce que c'est avant tout pour une raison de mécontentement fiscal contre la lourde fiscalité du méchant roi Guillaume du nord des Pays-Bas. C'est pour ça qu'en partie, on fait la Révolution et que la Belgique se crée. Le paradoxe, c'est qu'un État qui se retrouve en guerre contre les Pays-Bas au nord a besoin d'argent et on n'a donc pas réformé la fiscalité hollandaise, on l'a conservée pendant un siècle. Alors la question que je pose à l'historien, puisque vous dites que ce sont les crises qui provoquent les grandes réformes, aujourd'hui, est-ce qu'il y a suffisamment de crises pour avoir une vraie réforme fiscale ou bien vous êtes sceptique ? Je reste... alors, c'est toujours difficile pour l'historien de prédire l'avenir. Disons qu'on est dans un contexte qui ne ressemble pas tant à 1919 et 62, et je reste donc plus ou moins pessimiste sur le fait que les quelques réformettes qu'on envisage, à savoir un élargissement des exonérations pour les bas et moyens salaires, couplé à une taxation des plus-values, ce ne sont pas non plus les réformes les plus ambitieuses qui existent. Je pense que ça va faire couler beaucoup d'encre au sein de la coalition Arizona, et je ne prédis pas forcément une réussite de cette réforme. Alors, on dit que la Belgique est le pays, ou un des pays en tout cas les plus taxés du monde. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? C'est uniquement pour les bas et moyens salaires? Et est-ce que les riches, finalement, dans l'histoire, ne sont pas vraiment faciles à taxer? Alors, il y a deux réponses à la question. La première, c'est qu'en effet, la Belgique est un des pays les plus taxés au monde, mais sur une partie des revenus. C'est en fonction des revenus du travail que nous sommes les plus taxés au monde. Et on est surtout les plus taxés au monde sur les bas et moyens salaires. C'est-à-dire que votre tranche de revenus est extrêmement rapidement taxée à 50%
quand vous avez un peu plus de 44 000 euros sur l'année, là où nos voisins directs sont au-dessus de 100 000 euros ou 150 000 euros l'année. Donc c'est chez nous qu'on est taxé le plus vite sur le revenu du travail. Après, la deuxième réponse à la question, c'est que la fiscalité sur le capital en Belgique comporte énormément de niches fiscales, d'avantages que les pays voisins n'ont pas forcément. Le meilleur exemple, c'est évidemment la taxation des plus-values qui n'existe pas chez nous depuis la deuxième moitié du XXe siècle. L'impôt juste, c'est une volonté, c'est un combat, c'est une illusion à travers l'histoire? Ce n'est pas une illusion, c'est-à-dire que c'est une réalité qui traverse l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les mécontentements fiscaux, les révoltes, les grandes jacqueries du Moyen-Âge contre les seigneurs, tout ça, ce sont pour des raisons de mécontentement fiscal et de volonté d'avoir de la justice fiscale. Après, la deuxième partie de la réponse, c'est qu'il y a des façons d'envisager la justice fiscale. Et aujourd'hui, on le voit bien qu'à droite comme à gauche, on ne définit pas la justice fiscale de la même manière, notamment au sein du gouvernement actuel. Vous avez écrit dans Revue Politique avec d'autres chercheurs les réflexions sur le gouvernement de Wever. Là, on est dans une fiscalité juste, compétitive, sur fond d'austérité. Qu'est-ce que l'historien entrevoit? J'entrevois que du point de vue des partis qui sont au gouvernement, c'est une vision de la justice fiscale qui fait tout à fait sens, à savoir baisser la fiscalité sur le travail et le capital, tout en la gardant de façon progressive en fonction des revenus. C'est une vision libérale de la fiscalité qui se justifie pleinement à droite. La surprise de cette coalition Arizona, c'est évidemment le projet que Vorreut a réussi à arracher sur la taxation des plus-values. On verra jusqu'où iront les négociations. On prédit déjà qu'il y aurait toute une série d'exemptions qui affaibliraient le projet. Donc ça, c'est la grande surprise de cet accord de gouvernement. À quand une fiscalité mondiale et juste de préférence? Est-ce que c'est possible? Est-ce que la Société des Nations y avait fait allusion, non? Oui, en 1931. Vu l'état du monde aujourd'hui, avec la fin du multilatéralisme, la renaissance des empires et des oppositions entre pays, on peut être plus ou moins pessimiste sur l'idée d'un gouvernement mondial qui appliquerait des impôts globaux qui empêcheraient l'existence des paradis fiscaux notamment, qui est vraiment un fléau de nos sociétés aujourd'hui. Mais il se trouve que dans le passé, ce sont des ambitions qu'on a déjà vues naître, notamment au sein de la Société des Nations, il y a un siècle, avec des experts qui pensaient que pour lutter contre l'évasion de capitaux et contre la fraude fiscale, eh bien, il faudrait commencer à mettre en place des lois supranationales, notamment sur la levée du secret bancaire. On n'y est pas vraiment. Dites-moi, comment finalement l'histoire et comment votre recherche permet de comprendre l'aujourd'hui? Alors évidemment, je me retrouve dans un sujet de recherche qui fait qu'il y a une influence sur le temps présent très forte. Les impôts nous concernent toujours aujourd'hui et ça, c'est l'avantage évidemment de prendre du recul pour voir aussi si on est dans un contexte aussi exceptionnel que ça en termes de réforme fiscale ou si finalement les leçons du passé ne peuvent pas aussi nous montrer que, en fait, on a déjà connu ce genre de situation avec une dette publique très élevée, un déficit budgétaire dont il faut se préoccuper et des oppositions entre partis politiques sur les solutions à apporter. Alors, vous êtes un jeune historien. Les historiens, on a l'image de l'historien dans rat de bibliothèque, dans les archives, etc. Vous, est-ce que vous êtes aussi encore un rat de bibliothèque ou au contraire fiché devant votre ordinateur? Exactement, je suis un rat d'ordinateur. C'est terminé les rats de bibliothèque aujourd'hui. Vous le regrettez? L'odeur du papier, l'odeur du vieux livre? Alors je le découvre toujours, mais de manière limitée. Donc moi, je vais en centre d'archives, en bibliothèque, je prends des milliers de photos sur place avec une tablette ou un smartphone. Et puis, je peux être à mon aise à Bruxelles à tout retranscrire chez moi. Quelle serait votre utopie en tant que chercheur en histoire? Puisque vous avez encore de longues années devant vous, l'utopie d'un chercheur en histoire, ce serait quoi pour vous? L'ambition du chercheur en histoire, pour moi, je trouve, c'est de parvenir à écrire un livre qui soit une recherche scientifique sérieuse, mais qui serait suffisamment vulgarisé pour être lu par le grand public et vraiment faire un peu une sorte de percée entre le monde des historiens un peu fermé dans sa bulle
et le public plus large qui, en fait, s'intéresse aussi notamment aux questions fiscales, de finances publiques, qui sont mes sujets, mes passions en tant que chercheur. Alors, vous êtes chargé de recherche, c'est votre dernière année de contrat. Vous venez de publier un bouquin, on l'a montré, qui a beaucoup de succès. Vous êtes souvent sur les plateaux de télé, recherché par les journalistes. Mais là, vous êtes dans l'expectative, vous attendez une suite. Donc j'attends une C'est suite. l'angoisse du chercheur, ça. C'est l'angoisse du jeune chercheur. Donc moi, j'ai fini une thèse de doctorat. Donc je suis dans une situation d'un contrat de post-doctorat qui n'est pas un contrat à durée déterminée, indéterminée, que j'aimerais obtenir un jour, que ce soit soit comme professeur ou comme chercheur qualifié du FNRS, candidature que j'aimerais préparer pour l'année prochaine. Voilà, donc à voir. Vous êtes bien placé, à votre avis? Vous avez de bonnes publications? Donc là, je travaille à la publication d'un deuxième livre, Ah. qui serait un avantage certain pour le dossier en préparation. Un deuxième livre sur une histoire très particulière de la Belgique. Il y a un siècle de cela, on a eu un gouvernement entre socialistes et démocrates chrétiens, donc des gauches catholiques et des gauches socialistes, qui s'est retrouvé à devoir gérer la crise de la dette belge, qui était effroyable après la Première Guerre mondiale. Ça, c'est d'actualité aussi, ça. Et on a vu une série de banques anglaises et américaines intervenir dans cette gestion de la crise belge, un peu à l'image du FMI en Grèce dans les années 2010. Et j'ai écrit un livre sur cette histoire qui est très peu connue. Vous avez déjà le titre? Alors ce serait la promesse des banquiers anglais et américains. Ça, c'est un titre de série, ça. L'ingérence de cette haute finance dans la crise de la dette belge. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Un grand merci à vous. On se retrouve dans quelques instants après la pause avec Bénédicte McIlls, chercheuse qualifiée FNRS au sein de laboratoire d'immunologie et vaccinologie. On va parler d'un autre sujet là, les virus. À tout de suite.